L'actualité automobile. Faites-le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission du Guide de l'auto du 1er août. Louis-Philippe Dubé au micro principal. En compagnie de... En fait, aujourd'hui, je suis vraiment chanceux. J'ai deux vedettes de l'émission du Guide de l'auto à TVA. Vous le connaissez, Gabrielle Gélina à ma droite. Salut. Mais pour cette semaine, Kim Kaya, qui est l'animatrice de l'émission, encore une fois pour une deuxième saison à TVA. Merci Kim d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Kim, en fait, on va faire un format habituel. On va commencer avec quelques actualités. Et en deuxième partie d'émission, c'est Kim qui va nous faire un portrait des mini-fourgonnettes sur le marché actuel canadien, parce qu'on l'a parlé la semaine dernière que les mini-fourgonnettes étaient en hausse du côté des ventes. On voit normalement Kim dans une vieille Porsche 964, dans tes fonctions de courtage automobile. Mais là, ça va être des véhicules un petit peu plus consommateurs, un peu plus faciles à trouver, je pense. Pour certaines d'entre elles, tu vas tout nous expliquer ça tantôt de toute façon. Donc, on va commencer sans plus tarder avec quelques actualités. J'aurais aimé ça être capable de vous parler, par exemple, cette semaine, de la décision qui va venir du côté de nos gouvernements fédéraux canadiens, du côté canadien et américain pour les tarifs, parce qu'on attend ça le 1er août, mais là, on est un petit peu en pré-enregistrement cette semaine. Alors, si vous écoutez l'émission, peut-être qu'il y a eu une décision à savoir quel genre de tarifs on va avoir à faire. Et puis, ben là, la semaine prochaine, on va parler des répercussions de ces tarifs-là, évidemment, dans la prochaine émission. Mais pour le moment, je veux parler de quelque chose qui nous a affecté, en fait, un fléau qui nous a affecté dans les dernières années au Québec et au Canada aussi. On a parlé souvent, Gabriel et moi, mais également avec Antoine Joubert et d'autres experts automobiles dans le groupe ici. On parle du vol d'automobile. Puis un vol d'automobile, phénomène qui est en constante diminution. Puis je pense que c'est parce qu'il y a eu certains efforts qui ont été faits, non seulement du côté de nos paliers de gouvernement, mais aussi du côté des propriétaires d'automobiles. Oui, en fait, une étude qui est sortie récemment, et puis si on regarde, on compare en fait le premier semestre de 2024 versus le premier semestre de 2025, et on voit une diminution des vols de voitures, pardon. Ouais. Augmentation des ventes, mais diminution des vols. Tout à fait. Donc, diminution des vols de voitures de 22%, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est au Québec. Quand même assez hot. 25,9% en Ontario. À l'échelle nationale, on parle de 19,1%. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Et selon plusieurs experts, on est revenu des niveaux de vol de voitures qui sont proches de ceux que l'on connaissait avant justement ce pic de cette crise de vol de voitures. Donc, semble-t-il que les efforts qui sont mis de l'avant par les différents paliers de gouvernement, puis aussi l'intégration aussi avec les corps de police, tout ça, ça semble porter fruit en tout cas, parce qu'on voit le résultat. Quand même 22,2% de moins de vols de voitures au Québec. Ouais. Au moins, ça s'en va dans la bonne direction. Ça reste un fléau, ça reste toujours un problème. Parlez-en à tous ceux qui ont un CR-V, un RAV4, un Lexus RX, un 4Runner. Exactement, une camionnette. Mais disons que les vols de voitures ont baissé de beaucoup, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ce sont des chiffres qui nous viennent de Équité Association. En fait, à chaque année, on parle un peu des données qui ont été collectées. Tu parlais de meilleure synergie, de meilleure collaboration. Je parle il y a 2 ans de ça, on parlait avec d'autres experts, puis on disait que les agences frontalières, les policiers, que ça soit CAA même, ça, il y avait tout pas vraiment de collaboration. Je me rappelle, on avait parlé même avec un propriétaire de camionnette qui avait repéré sa camionnette par le biais d'une application qui était dans un container au port de Montréal. Lui, il était à la gate là, du port de Montréal et il disait « Mon véhicule est là, quelque part dans un container. » Et il n'y avait rien à faire. On n'était pas capable de passer à travers les barrières bureaucratiques de tout ça. Puis là, que je pense qu'on s'est réveillé un peu avec ces exemples-là. Et c'est une bonne chose parce que quand on parle du vol de voiture, évidemment, c'est une incidence directe sur les primes d'assurance, non seulement de ceux qui se font voler leur véhicule, mais de tous les autres propriétaires de véhicules automobiles. Ouais. Alors ça, c'est effectivement, il y avait un coût à tout ça, à ce fléau. Ouais. Et les primes d'assurance, c'est un facteur vraiment important là-dessus. Ouais. Est-ce que les primes d'assurance vont baisser à partir de maintenant? Parce que je pense que ça fait 2 ans qu'on parle qu'il y a des baisses annuelles dans le premier semestre, etc. Je pense que
normalement, ça va être peut-être à avoir un bénéfice qui va être à évaluer plus tard ou pas être évalué parce que justement, on va avoir ajusté administrativement nos polices d'assurance à cet effet. Je veux parler également, on parle de Hyundai et de la division N la semaine dernière. On a parlé de la Ioniq 6N qui s'est dévoilée à Goodwood, oui, tout à fait. Que tu as eu la chance de prendre place sur le banc passager à Goodwood. Quand même une place quand même assez agréable pour pouvoir faire ça. Puis pas un endroit normalement où est-ce que le silence règne sur la piste comme il régnait, hormis le bruit des pneus, là, à part le bruit du crissement des pneus, mais la Ioniq 6N qui a été dévoilée dans les dernières semaines. Et là, on dévoile une Elantra N édition TCR. Oui, TCR, évidemment, ça c'est une catégorie de course automobile, donc Touring Car Racing finalement. Et donc, ce qu'on a choisi de faire du côté de chez Hyundai, c'est de proposer à la vente un modèle qui correspond vraiment à celui qui est utilisé en piste. Donc, on parle évidemment... Il n'y a pas vraiment d'amélioration pour ce qui est de la performance ou quoi que ce soit, parce que, bon, évidemment, c'est une voiture de série, puis c'est une course une compétition pour des voitures de série. Ouais, puis c'est une Elantra aussi, donc qui est quand même une Elantra N, quand axée vers une certaine classe de mais surtout des modifications sur la carrosserie de la voiture, dont, évidemment, on peut pas le rater. Un immense aileron arrière en forme de colle de cygne que l'on retrouve évidemment sur la voiture de course et donc que l'on a choisi d'intégrer à cette version qui, encore une fois, va être disponible pour un usage sur route. Évidemment, des jantes aussi 19 pouces, les jantes N TCR, des freins avant avec des disques en 2 parties, des étriers aussi à 4 pistons. Donc, c'est quand même du sérieux pour ce qui est de ces éléments-là sur la voiture. Je pense qu'on essaye dans la division N d'être de plus en plus sérieux ou au moins d'avoir les composantes qui sont à l'écoute, qui répondent à un certain besoin, même si on parle d'Elantra puis on rit, c'est une Elantra. Oui, mais on va choisir quand même nos composantes pour bâtir cette marque-là, pour que les gens la reconnaissent comme étant pas seulement cosmétique. Ouais, il y a ça. Et puis aussi le fait que c'est une marque, en fait, cette division-là, N, comme je l'ai mentionné la dernière fois, ils sont très proches de leurs acheteurs, de leur communauté, ces choses. Oui. Ils essaient de créer justement cet événement de communauté. D'ailleurs, ils vont faire un événement du côté du circuit de Mosport. En fait, j'oublie toujours de Canadian Tire Motorsport Park. Ouais, c'est ça. En Ontario. Pour moi, ce sera toujours Mosport. Ouais. Mais ils vont faire un événement là le mois prochain pour rassembler justement les membres de la communauté, les propriétaires de véhicules de la division N de Hyundai. Ce qu'il avait fait aussi à Goodwood pour le lancement de la Ioniq 6N, il avait invité plusieurs propriétaires de Hyundai N britanniques à assister à l'événement sur place. Alors bref, il y a tout ça qui se développe du côté de cette division-là. Le prix de ce modèle-là, 47 599 $ avec la boîte manuelle. 49 199 $ avec la boîte à double embrayage à vitre à port. Donc, c'est à peu près 7 400 $ de plus pour la TCR que la Elantra N. N régulière, donc quand même. Puis je pense on n'a pas de chiffre de limité, de production limitée. Ça va être quand même un ouais, il n'y en a pas été mention. C'est ça qui vont suivre probablement le marché de ce côté-là. Mais de toute façon, comme sur le plan technique, il n'y a pas énormément de modifications par rapport à une Elantra N conventionnelle. C'est facile d'ajuster la production en conséquence. Tu parlais de l'événement au Canadian Tire Motorsport Park, Mosport. On disait que 5000 propriétaires de modèle N au Canada, 5000 qui ont acheté des véhicules N. On parle pas des véhicules N-Line aussi, qui sont des un petit peu plus sportifs. On va parler entre le modèle de base et le modèle N chez Hyundai. Mais quand même, 5000 propriétaires qui seront invités. Ils seront pas tous là, mais évidemment, impressionnant quand même là, pour des véhicules qui sont un petit peu plus agressifs là, à conduire, qui font certains compromis au niveau de la conduite. Et mine de rien, la division N, elle existe maintenant depuis 10 ans.
On se souvient du Veloster N, ces choses-là. Là, donc, il y a encore ces véhicules-là qui sont sur la route. Ouais. Évidemment, Elantra N, Kona N maintenant, puis évidemment, Hyundai Ioniq 5N. Et éventuellement la 6N aussi qui s'en vient. Oui. Donc, c'est vrai, ça fait quand même 10 ans que ça existe et c'est peut-être la raison pour laquelle ils vont réussir à rassembler 5000 personnes. Rassembler 5000 personnes. Bon, ben, voilà. longue vie à la division N et les chars sportifs, on aime ça. S'il vous plaît, continuez à en sortir. Oui. On va parler de Tesla avec la modèle Y. Tesla qui n'a pas eu une année très facile. Non pas parce que les véhicules sont mauvais. Les véhicules, la nouvelle modèle Y qu'on appelait le Project Juniper, il n'y a pas si longtemps de ça, a été un véhicule qui a été largement amélioré comparativement à l'ancienne modèle Y, ou l'ancien modèle Y, devrais-je dire. Un véhicule qui est assemblé en Chine, évidemment. Donc ça l'a apporté beaucoup de bien du côté de l'assemblage, comme la modèle 3, par exemple. Bon, certaines des productions, tout dépendant d'où est-ce qu'elles sont destinées, sont faites à l'extérieur, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Mais nous, on a vu des modèles assemblés en Chine, ici au Canada. Un véhicule qui a été vraiment, amélioré sur le plan de la performance, amélioré surtout sur le plan de l'assemblage. Et puis là, l'année 2024 a été terrible côté politique là, pour la marque. Et puis, on a eu une baisse des ventes. Là, j'ai pas les statistiques des baisses des ventes. On n'a pas besoin de les mentionner parce que vous les voyez un petit peu partout. On veut essayer d'aller chercher des nouveaux clients. On veut essayer d'aller chercher plus de business chez Tesla parce qu'on voit les incitatifs du côté américain qui s'en vont. On voit les crédits carbone qui vont probablement être moins payants du côté des États-Unis. On en parlait la semaine dernière. Puis, aussi... Le modèle à 20 000 $, le modèle Tesla à 20 000, 25 000 $, quelque chose qu'on nous a vendu un peu au début de la marque qu'on était capable de faire avec tous ces incitatifs-là, n'est jamais arrivé. Mais là, on repige un peu dans cette idée-là du côté de chez Tesla. Ouais, mais leur stratégie maintenant, ça va être simplement de faire une version plus abordable des modèles existants. Donc, modèle Y, modèle 3, à moindre prix, de baisser le prix, peut-être aussi enlever certaines parties du contenu, peu importe. Mais on est loin de cette idée où, premièrement, Tesla a plus vraiment les moyens de commencer à faire de l'engineering pour développer une nouvelle plateforme, pour développer un nouveau modèle moins cher. T'sais, ils ont juste plus les ressources pour faire ça. Là. Les ventes sont en chute libre partout. Puis sinon... sont en mode damage control. Là, on aurait le nom de code d'un projet, quelconque projet, je sais pas quoi, qui nous dirait, on va avoir une nouvelle plateforme, quelque chose qui va être assemblé de manière moins dispendieuse. Mais là, justement, tu l'as mentionné, ça va être essentiellement un modèle Y qu'on va enlever des morceaux dessus. Là. Exactement. Donc, et peut-être aussi revoir la fabrication du modèle pour le rendre moins coûteux à fabriquer. On peut penser évidemment à des versions à moteur unique, etc., ce genre de choses. Mais ça, on l'a déjà. Mais tout ça pour dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les modèles existants, ils vont essayer de les produire moins cher pour pouvoir les vendre moins cher, mais on n'aura pas droit justement à la fameuse Tesla... c'est compact à 25 ou 30 000, 35 000 $. Le véhicule abordable. Ça va rester un mirage. Quelque chose qui aurait pu exister. Parce que le prix de la modèle Y, qui est le véhicule abordable, là, chez Tesla, veut pas, qui est celui qui a été le meilleur vendeur, puis qu'on en voit le plus souvent, a fluctué de manière extraordinaire, non seulement dans la dernière année, mais dans les années précédentes. Toute la question des tarifs, toute la question des incitatifs. Ensuite, ils ont fait des baisses de prix d'à peu près 20 000 $ justement pour essayer de remonter. Tout dernièrement. Ventes, exactement. Donc, on joue vraiment au yo-yo. Et puis, c'est pour ça aussi que pour beaucoup d'acheteurs, tu viens te poser la question, mais est-ce que je fais ce move-là? Est-ce que j'achète une Tesla, sachant que peut-être le prix va baisser dans 3 mois, dans 6 mois, parce que la réalité du marché fait en sorte que c'est ça que ça donne. Oui, absolument. Donc, il y a toute cette dynamique-là qui fait en sorte que tu hésites peut-être à passer à l'acte avec ce constructeur-là en particulier, ou c'est presque le business plan du jour. Là, il change d'idée comme il change de chemise souvent. Et surtout le fait que la compétition est arrivée avec des véhicules, non pas sans problème. Le fleuve n'a pas été calme pour les autres constructeurs qui s'en sont pris à ces marchés-là. Par contre, maintenant, on a des modèles, on essaye de rentabiliser des véhicules électriques qu'on a développés, par exemple, chez Hyundai, on mentionnait, chez Volkswagen, etc. Et puis, on est arrivé à faire des véhicules qui sont de plus en plus compétitifs
avec les modèles Y, modèle 3, c'est débattable. Là. Bon, sur quel plan? Le plan de la technologie Tesla a quand même un edge, si je peux me permettre l'anglicisme extraordinaire. Mais du côté de l'assemblage, le service, etc., on est arrivé à aller chercher des véhicules qui sont là puis qui sont encore sur la route puis qui se forgent une réputation. Et puis maintenant, ben je pense que avec le retour des subventions chez nous, justement, bon, pour les prochaines années, on va avoir des consommateurs qui ont plus de choix qu'il y en avait là, il y a quelques années. Ouais, mais c'est clair qu'avec le projet Highland, avec la modèle 3, la qualité d'assemblage est nettement meilleure qu'elle l'était auparavant au début de ce modèle-là. Ouais. Même chose du côté du Y avec Juniper. Ça, on l'a vu. On sait qu'ils ont des motorisations, des moteurs qui sont particulièrement efficaces. Ils maîtrisent parfaitement la gestion des flux d'énergie, toutes ces choses-là. Là. C'est ça qu'ils ont. Puis le réseau de superchargers aussi, c'est des avantages concurrentiels qui demeurent. Mais le fait est que effectivement, la compagnie vraiment vit des moments difficiles et ça risque d'être difficile pour Tesla, selon l'aveu même d'Elon Musk, jusqu'à la fin de 2026. Ouais. C'est quand même un horizon qui est assez loin. Là. Ben ouais, puis il va falloir capitaliser sur ce nouveau entre gros guillemets, produit-là, mais aussi maintenant, tous les véhicules, ben, pas tous les véhicules, mais pratiquement toutes les marques se tournent vers le North American Charging Standard, le port de recharge Tesla. Et puis Tesla, ben, c'est une source de revenus, ça, justement, de vendre l'électricité, qui est quelque chose qui est moins glamour, mais avec maintenant tous les constructeurs qui se sont tournés vers ce port-là, ben là, il va avoir peut-être une petite chance d'aller chercher des sous, justement, pour continuer puis développer des nouvelles affaires. Et il y a aussi toute l'aventure des robots taxis que Tesla veut développer. De ça. Et puis ça, ça effectivement aussi, ça pourrait être une source de revenus intéressante pour le constructeur, si évidemment ils peuvent avoir l'approbation, parce que bon, il y a tout l'aspect législatif là, qui entre en cause. On va en parler tantôt parce qu'il y a d'autres marques qui se lancent dans. Tesla ne seront pas la seule dans ce carré de sable et tout le monde essaie d'un peu s'immiscer dans ce marché-là du taxi robotisé. Je veux qu'on en parle tantôt, mais pour tout de suite, la Honda Prelude. Bon. On l'a effeuillé, je pense, dans les dernières années. On a montré puis on avait beaucoup d'espoir au début. Puis là, après ça, ben, on a vu qu'il y avait un moteur hybride qui s'en venait sous le capot de la Honda Prelude. On n'avait pas trop d'espoir sur le fait que ce véhicule-là allait représenter ou rendre honneur un peu à ce que moi je crois que cet emblème-là représente chez Honda. Mais là, cette semaine, on a eu des nouvelles que la Honda Prelude allait emprunter certaines composantes de la Civic Type R. Ouais, et pas les moindres. Pas les moindres, pas le moteur, désolé. Non. Par contre, des composantes qui nous laissent entendre que oui, c'est efficace là, chez Honda de faire ça, d'emprunter certaines composantes. On s'attend, je regarde les composantes, là, vite, la liste, puis on va s'en parler, que probablement la performance de ce moteur-là va être quand même assez relevée, justement parce qu'on a choisi des suspensions à l'avant, on a choisi des systèmes de freinage à l'avant qui... Ouais. Ben écoute, c'est pas compliqué là. Il y a deux éléments principaux qui vont être empruntés à la Type R, qui vont être ajoutés, greffés, si je peux m'exprimer ainsi, à la Prélude. Ouais. La suspension avant à 2 axes. Ça, c'est une pure merveille, cette suspension-là. Il faut, on a eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion souvent de conduire une Type R sur circuit. Ouais. Et c'est une suspension qui fait un travail remarquable, surtout pour éliminer presque complètement l'effet de couple que tu as justement dans une voiture à traction de haute performance. Parce qu'il faut expliquer un peu que l'effet de couple avec un véhicule... Bon, chez Honda, moi, dans le temps, quand je travaillais sur les Honda, le couple n'était pas un problème. On mettait plus de couple pour visser les boulons sur les roues que le moteur en faisait. Dans les moteurs de série B, etc., c'était pas la même affaire. Mais là, maintenant, on s'est envenu avec quelque chose d'assez extraordinaire chez Honda. Et l'effet de couple, c'est... Qu'est-ce qui tire dans le volant en accélération? Là, ça, c'est en termes là, vraiment modestes. Qu'est-ce qui tire dans le volant en accélération? Et puis, cette suspension-là arrive à limiter, comme tu dis, presque essentiellement là, tout cet effet-là. C'est absolument hallucinant comme travail d'engineering, ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Puis l'autre élément, évidemment, c'est le système de freinage. Système de freinage qu'on va retrouver donc on parle de freins Brembo 4 pistons à l'avant avec des disques ventilés. Tout ça, c'est des éléments qu'on avait évidemment aussi sur la Civic Type R qui vont être greffés justement encore une fois à la Prélude. Pour le reste, la motorisation, évidemment, on passe à autre chose. On ne sera pas dans l'atmosphérique, on va être dans l'hybride. Mais toujours est-il qu'il va y avoir plusieurs éléments du côté du châssis qui nous laissent croire ou qui nous laisse envisager qu'il y aura peut-être un sérieux
potentiel de performance pour ce modèle-là, quand même. Parce qu'hybridation, maintenant, ça veut plus dire véhicule strictement efficace et poche, entre guillemets, à conduire sur la route. Je pense qu'on a développé des technologies au service de l'électrification qui contribuent à l'agrément de conduite. On voit plus souvent ça dans les véhicules de luxe, évidemment, puis on a vu des technologies hybrides développées du côté de chez Porsche et Mercedes qui sont là parce qu'il faut qu'elles soient là, mais du côté de chez Porsche, par exemple, je parle la nouvelle motorisation pour la 911 T-Hybrid, là, avec des technologies qui sont beaucoup plus dispendieuses et réservées à une classe de véhicules, mais là, on connaît pas le prix de la prélude encore, puis qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais les spécifications techniques. Ou les spécifications techniques de ce moteur-là. J'ai l'impression que peut-être Honda essaie justement de se coller à ça, puis de dire, on va développer. Tu sais, juste dans la Civic, le couple de la Civic hybride est supérieur. Absolument. Et puis, c'est extrêmement agréable à conduire et c'est efficace. Donc, bravo à Honda de continuer de nous effeuiller ça tranquillement, pas vite. On veut voir le plus de photos possible dans les prochains mois, puis aussi des prix, évidemment. Là. Tant et aussi longtemps qu'ils nous étirent pas ça aussi longtemps que Acura dans le temps avec la nouvelle NSX. Ouais, ça aurait pris 4-5 ans avant qu'on aboutisse. Là. J'ai l'impression qu'on s'en va peut-être vers là, parce que comment rapidement qu'on développe des véhicules à l'heure actuelle, on le sait plus, avec tout ce qui est en train d'arriver sur les contextes politiques. On veut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Un véhicule qui est un petit peu moins le fun pour nous, ceux qui aiment conduire, mais qui rivalise avec des véhicules qu'on va parler avec Kim tantôt, le Hyundai Palisade, un utilitaire à 3 rangées qui en fait, veut remplacer la mini-fourgonnette. Ce segment-là veut remplacer la mini-fourgonnette et la mini-fourgonnette n'a pas dit son dernier mot. Encore là, on va en parler tantôt. Le Palisade qui a été renouvelé avec toutes sortes de nouvelles technologies. Évidemment, vous le voyez à l'écran, un nouveau bouclier avant, des nouvelles lignes. Je pense qu'on a le tour là, chez Hyundai quand même de faire des designs qui sont novateurs et qui console les propriétaires d'utilitaires à 3 rangées qui s'achètent un véhicule comme ça qui a l'air un petit peu plus audacieux on va dire à la pratique de soccer ou aller faire ses courses au Costco, mais un véhicule pour le moins vraiment, vraiment, vraiment pratique. Là. Et surtout, je pense que hormis le style, je pense qu'il faut souligner le fait que le véhicule est plus long de 65 mm. Oui. L'empattement est plus long aussi, 70 mm, je pense. Ouais, comparativement à l'ancien modèle. Là. Sans surprise, à chaque fois qu'un constructeur refait un modèle, souvent on prend du volet, on prend du gabarit. Oui. C'est le cas avec celui-là. Et celui que vous voyez à l'écran maintenant, évidemment, c'est la nouvelle version XRT Pro. Oui. Donc ça, c'est l'appellation chez Hyundai pour désigner les véhicules qui sont plus typés pour la conduite en route. Vous voyez évidemment les bas de caisse, la calandre aussi qui est différente à l'avant, la galerie de trous également. Donc une garde au sol aussi qui est un peu surélevée par rapport au modèle conventionnel. Donc ça fait partie des changements. Puis évidemment, les motorisations, on a remplacé l'ancien V6 de 3,8 litres par un nouveau V6 de 3,5 litres. Et puis aussi, on a une version hybride qui va être disponible avec 329 chevaux, 339 livres-pieds de couple. Tout ça avec, au cœur de ça, un moteur turbocompressé 4 cylindres de 2,5 litres. Ouais, celui donc plus petit, effectivement. Donc, tu sais, évidemment, une capacité de remorquage qui va être un peu moindre sur la version hybride, c'est conséquent. Mais surtout, une consommation qui va être réduite à peu près parle de 7 litres au 100 km sur en conduite ça reste à valider. Okay. Là. Oui, évidemment. Là. Ça, c'est ce qu'on annonce du côté de chez Hyundai. Des prix qui ont augmenté aussi. Oui, parce que le véhicule, on l'avait déjà vu, mais l'annonce officielle là, cette semaine, c'était les prix pour la Palisade. Exactement. Donc, on parle d'un prix de base de 53 699 $, ce qui représente une hausse de 3 200 $ par rapport au modèle précédent, la version la moins chère. Et si on regarde du côté de XRT Pro, on parle d'un prix de 57 799 $. Voilà. OK. C'est des prix qui ont augmenté. Ils n'ont pas augmenté à cause des tarifs
parce que le véhicule est assemblé en Corée du Sud. Mais pour le nouveau style, les nouvelles technologies, c'est toujours ça. Puis il y a aussi évidemment les versions Ultimate Calligraphy, les versions les plus cossues. Exactement. Donc du côté, on parle de 62 499 $. Et pour les hybrides, on va jouer à 60 499 $ pour la version Luxury. Et la Ultimate Calligraphy, elle, va être à 65 699 $. Fait que pour avoir un modèle hybride, on part à 60 500 $ plus là, les frais de préparation et de livraison. Donc c'est une meilleure consommation. On va le voir, comme tu dis, si on est capable de prouver ça. Mais puis une technologie hybride chez Hyundai qui s'est quand même prouvée. Là, on a eu quelques accros ici et là. Mais on peut quand même dire que le moteur 6 cylindres, ça va faire du bien de l'avoir changé, puis avoir une technologie hybride, rendre le Palisade un petit peu plus compétitif dans son segment pour aller chercher des nouveaux clients, non seulement avec sa nouvelle forme, son nouveau style, ses nouvelles technologies, mais aussi avec des nouvelles motorisations. Un véhicule que tu as particulièrement aimé, Gabriel, puis moi, j'ai conduit tellement brièvement ce véhicule-là, le Lucid Air. En fait, la Lucid Air, on est tellement habitué de dire là, parce que maintenant, on parle tout le temps d'utilitaire, mais chez Lucid, on fait un utilitaire aussi, mais Air 2026, on a certains changements qui sont arrivés là, pour cette voiture-là. Oui, en fait, il y a surtout le fait qu'on a toujours chez Lucid, c'est un petit constructeur, il y a des améliorations tout le temps, des petits tweaks à chaque fois. Ça reste une voiture qui est particulièrement efficace pour ce qui est de l'autonomie. C'est des moteurs qui sont extrêmement efficients, très compacts, très puissants aussi. Mais encore une fois, on fait toujours bon, évidemment, quand on parle de Lucid Air, il y a aussi la version Sapphire, qui est le modèle de performance, qui est un peu l'équivalent d'une Plaid chez la Model S et tout. Ouais. Mais c'est une marque qui fait vraiment très bien son travail d'engineering. Et le Gravity, le nouveau Gravity, le VUS, c'est véritablement, sur le plan technique, là, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et tout ça fait en sorte aussi que même si c'est une marque qui produit peu d'unités, on parle vraiment de véhicules à très fort prix, ça intéresse quand même certaines autres compagnies, dont Uber, qui vient d'acquérir une participation de 300 millions de dollars d'actions du constructeur Lucid, avec une ambition justement de créer sa propre flotte de robotaxis avec justement des Gravity. Ouais. Donc ça c'est un peu en réponse peut-être avec ce que Tesla fait avec son service de robotaxi qu'ils ont implanté fin juin, je pense, du côté de Austin au Texas. Donc le fait que Uber prenne une participation dans Lucid justement pour faire ce genre de développement-là, c'est pas rien. Surtout, ça va assurer à Lucid des ventes d'à peu près 20 000 véhicules pour ce projet-là, ce qui est quand même pas rien. Là. C'est ça, j'allais dire, parce qu'on parle chez Lucid, on fait des véhicules super bien assemblés, super avancés, mais on n'en vendait pas assez. Là. C'était vraiment, c'est une compagnie qui est pas profitable. Évidemment, on va dire toutes les compagnies de véhicules électriques au début n'ont pas été profitables pendant un bout de temps, mais chez Lucid, c'était rendu, je pense, à un niveau où est-ce qu'il fallait faire quelque chose. On avait eu des investissements étrangers. Bon, il y a eu toutes sortes de. Mais je pense que ces investisseurs-là s'attendent à ce que l'usine fonctionne. Let's go. Là, mais tu sais, curieusement, c'est un fonds d'investissement saoudien qui contrôle, tu sais, qui a le plus de participation dans cette marque-là. Ouais. Mais effectivement, tu sais, bon, comme toutes ces entreprises-là, ils s'attendent justement à avoir un retour sur l'investissement. Et ça, c'est une façon justement d'arriver à augmenter ou à générer d'autres types de revenus autres que la vente de véhicules à des particuliers. Parce que ça reste, tu sais, c'est une marque qui a un réseau de concessionnaires qui est embryonnaire, là, si on va dire. Au Québec, on a un point de vente pour cette marque-là. Oui. Et donc, ils n'ont pas le choix vraiment
d'explorer d'autres avenues et celle-là en est une qui peut être concluante. Et c'est quelque chose qui est en commun avec Tesla, justement, pour essayer de liquider des véhicules, non pas à des êtres humains, mais à des machines, parce que ça va être conduit de manière autonome, il faut le rappeler. Et puis moi, j'ose croire, mais je peux pas m'empêcher de croire que ces entreprises-là ont quelque chose d'autre à gagner là-dedans, avec du côté des données, la cartographie, tous les caméras qui sont apposées sur ces véhicules-là vont collecter énormément de données de manière autonome sans dépendre nécessairement des utilisateurs et de devoir, je vais dire, concocter des politiques de données ou de vie privée qui enfreignent les droits au renseignement, les droits aux données privées. Maintenant, avec des véhicules qui sont entièrement autonomes, on n'a pas besoin de demander à personne la permission. Donc, toutes ces sondes-là, ces caméras-là peuvent collecter des données. Et puis, je pense que chez Tesla, on le fait depuis longtemps. Chez Waymo, on le fait depuis longtemps. Puis là, du côté de Lucid, on va commencer à se mettre là-dedans. Et puis, être capable de traiter toutes ces données-là et puis de les vendre éventuellement, ça va être un autre... Et surtout de le faire avec un partenaire qui est déjà dans ce créneau-là, Uber, évidemment. Oui, évidemment. Qui est une plateforme donc, ils n'ont pas à développer eux-mêmes leur propre système. Ils vont simplement se servir de ceux de Uber. Je suis d'accord. Au retour, on va parler de transport de personnes, mais pas robotisé. On va parler avec Kim Kaya d'un espèce de combat, si on veut dire, des mini-fourgonnettes qui sont disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Bon, on en parlait un petit peu dans le segment actualité. Cette semaine, la semaine dernière aussi, les utilitaires à 3 rangées sont de plus en plus populaires, mais la mini-fourgonnette n'a pas dit son dernier mot. En fait, on parlait de ça la semaine dernière, que les ventes sont constamment en hausse et les produits sont meilleurs qu'ils étaient. Pas pour tout le monde. On va en parler avec Kim Kaya, qui est animatrice à l'émission du Guide de l'auto à TVA, mais également courtière automobile. Kim qui est capable de nous trouver des véhicules extrêmement rares, extrêmement spécialisés, mais aussi, tu fais des essais hebdomadaires un peu comme nous. Puis là, dans les dernières semaines, tu t'es concentré sur les mini-fourgonnettes. Exact. Dans les dernières semaines, j'ai essayé, en fait, toutes les mini-fourgonnettes disponibles sur le marché. Je voulais vraiment les comparer. Il y en a pas une tonne non plus, mais pour moi, c'est un segment qui est encore pertinent, étant une petite maman moi-même. Oui. Je trouve que c'est un segment qui est oublié, mais qui est pertinent. Donc, en pouvant les essayer toutes les unes après les autres, je me suis dit que j'allais vous présenter un peu les positifs, les négatifs. Je vais pas aller dans le détail. Si vous voulez avoir des essais plus détaillés, il y en a plusieurs sur le site du Guide de l'auto web. Moi, je me concentre sur les plus, les moins, puis peut-être à qui s'adresse chaque modèle. Donc, sur le marché, on a 5 véhicules disponibles, la Honda Odyssey, la Toyota Sienna, la Kia Carnival, le Chrysler Grand Caravan et le Chrysler Pacifica. Ouais. On pourrait dire qu'il y en a un 6e avec le Volkswagen ID Buzz. Ouais. J'ai sciemment décidé de le sortir du lot à cause, entre autres, du prix, qui est vraiment démesuré comparé à la compétition et par le fait qu'il est 100% électrique. Donc, c'est ça. C'est un produit qui est pertinent pour une classe spécifique de véhicules, exact. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les véhicules qui sont thermiques, hybrides et puis qui se comparent bien les uns et les autres. Qui coûtent pas 85 000 $. Exactement, même 100 avec tous les accessoires et ainsi de suite. Parfait, on y va. Donc, je commence avec le Kia Carnival. C'est disponible avec une motorisation à essence, motorisation hybride depuis 2025. Entre les deux, on a 8 modèles disponibles, dont 6 modèles disponibles, dont 3 modèles hybrides. Et la différence de prix à équipement équivalent entre les deux, c'est 2546 $. Et je vais parler beaucoup de consommation d'essence parce que, évidemment, quand on choisit une mini-fourgonnette, on la choisit pas pour la conduite sportive et l'agrément, mais je pense que l'économie d'essence, c'est quelque chose qui est super important. Entre les deux, la Carnival à essence, on a un 11,3 litres au 100 versus la Carnival hybride est à 7,2 litres, qui me semble rentabiliser assez rapidement la différence de prix de 2546 $, à mon avis. Si tu fais beaucoup de kilométrage avec cette Carnival-là, je trouve que ça vaut la peine d'aller d'opter pour l'hybride. Ça vaut la peine. L'hybridation n'est pas disponible sur le modèle de base, mais au 2e palier, il l'est, donc ça commence à être intéressant. Au niveau du prix, on parle du modèle le plus abordable du segment. On part à 43 317 avec tous les frais inclus, et on va juste légèrement sous la barre du 60 000 $.
Au niveau des points positifs, outre le prix, qui est le plus abordable du segment, on a la technologie, selon moi, qui est la plus moderne. Donc, on a un écran qui est super moderne à l'intérieur, Oui. beaucoup d'assistance à la conduite. Dans les modèles les plus équipés, on a beaucoup d'aide au confort familial, comme la caméra pour voir les passagers arrière. On va avoir des sièges arrière là, qui vont s'incliner et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est la plus moderne de ce côté-là. La finition aussi de ce Exact. véhicule-là, qui est quand même quelque chose de supérieur dans d'autres produits, que tu vas nous en parler tantôt, mais je pense, pour moi, personnellement, la finition dans la Carnival, c'est quelque chose qu'on a mis une coche au-dessus, puis je pense, généralement, chez Hyundai, on essaye de se forcer du côté de l'assemblage des habitacles, puis ben c'est pas parce que c'est un transporteur familial que ça doit être exempt de ça. Mais d'autant plus, tu sais, offrir du confort à l'intérieur, on n'a pas de sportivité, on n'a pas nécessairement d'émotion, mais offrir le confort et la qualité de finition, c'est un plus, et c'est aussi une des qualités que je lui ai trouvées. Le design extérieur, c'est celle qui a le moins l'air d'une minivan, à mon avis. La partie avant, ça ressemble véritablement à un VUS. Exactement. Jusqu'au pilier B, on se croirait dans un VUS. C'est à s'y méprendre. Et finalement, la garantie 5 ans 100 000, la plus longue sur le marché, qui est super compétitif. Et je trouvais que ça s'adresse surtout au type de clientèle qui vont louer les véhicules. Vous la louez, c'est 100, tu sais, on se casse pas le basic, comme on dit. 5 ans 100 000, full garantie. Oui. C'est parfait pour ce type de personnes-là. Puis ça correspond aussi souvent aux besoins des familles, parce que bon, tu sais, un véhicule de ce format-là, de ce gabarit-là, tu as besoin de ça pendant quelques années, pendant que tes enfants sont plus jeunes. Petits. Puis après ça, tu passes à autre chose. Donc, tout l'avantage de financement, location, avec la garantie de 5 ans, exact. C'est quelque chose qui est intéressant. Il y a bien sûr des points négatifs à la Carnival, et le point négatif que j'ai marqué, c'est l'absence du rouage intégral. Oui, c'est vrai. On est tous en mode traction là, avec la Carnival. Là. C'est pas nécessairement obligatoire pour tous. On n'en a pas tous besoin de la traction intégrale, mais ça reste que l'option est pas là, contrairement à la compétition, qui est un point négatif. Ouais, c'est ça. On le répète, l'attraction, c'est prêt pour l'hiver, ça fonctionne très bien. C'est juste que si vous habitez en région, où est-ce que, par exemple, dans la Laurentide, où est-ce que, bon, c'est plus escarpé, tu sais, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de neige, des accumulations, on déneige pas aussi bien qu'en banlieue ou à Montréal, etc. Ça peut devenir un facteur important. Mais dans le coin ici, là, on se débrouille quand même avec une traction. Exact. J'aurais aimé ça l'avoir peut-être en option, ce qui est le cas de la Toyota Sienna, qui est, à mon avis, la référence du segment. Hein. C'est d'ailleurs le gagnant du titre du meilleur achat dans sa catégorie depuis sa refonte en 2021. Ça l'est encore en 2025. Le plus gros point positif de la Toyota Sienna, et on n'est pas surpris, ça va être sa fiabilité, bien sûr, et sa valeur de revente au long terme. Oui. Donc, les gens qui achètent leur véhicule puis qui les gardent pendant un bon bout de temps, la Toyota Sienna, gros avantage de ce côté-là. Maintenant, si on se concentre sur le véhicule comme tel, on a 8 choix de véhicules de version, et ils sont tous hybrides, ce que je trouve très intéressant. Et ils ont la meilleure consommation du segment à 6,7 litres au 100 pour la traction avant et 6,7 litres au 100 pour le modèle 4 roues motrices. Sur les 8 versions, on offre 4 avec le rouage intégral, dépendamment de l'équipement qu'on va choisir. Au niveau des prix, là, c'est là que ça se corse un peu. Le prix de base, 51 103 $, plus avec les frais inclus, c'est compétitif, mais plus on monte en option, plus c'est dispendieux au niveau de la Sienna, puis c'est un des défauts que je lui trouve. Si vous êtes des gens qui aiment les versions très équipées avec beaucoup d'options, ben la facture peut monter jusqu'à 73 681 $. Là, à ce moment-là, on peut aller jouer dans les VUS à 3 rangées très facilement. On a beaucoup de choix dans ces prix-là. Puis une Sienna de base, c'est une Sienna de base. Là. Oui, il y a peu de choses. Oui, c'est ça, c'est moins équipé. Exact. Sinon, si on continue dans quelques points négatifs, le design extérieur est un peu polarisant. Ça a l'air d'un vaisseau spatial. C'est pas pour tous, nécessairement. C'est subjectif, là. Je m'attendais à ce qu'on parle de ça, mais Colin, l'autre avant, la Carnival, on dirait qu'on a fait un effort. Là, ici, on est vraiment dans la mini-fourgonnette. Là. Exact. Puis, il y a beaucoup d'options que je trouve super intéressantes, comme l'aspirateur, le frigo, mais c'est juste offert sur la version la plus dispendieuse. Oui. Ensuite, on passe à la Chrysler Pacifica. J'ai scindé la Pacifica et la Grand Caravan. D'un, parce que je l'ai mis un peu en ordre de ceux que je préfère. Et la Grand Caravan est au bas de la liste. La Pacifica a scoré un peu plus haut. Là, en fait, c'est sensiblement la même voiture, mais la Pacifica, on se veut être plus cossu qu'un Grand Caravan. On a beaucoup plus de choix aussi. On a 5 modèles à essence, dont 3 4 roues motrices, et 3 modèles hybrides rechargeables, qui est la seule avec une technologie rechargeable, qui sont malheureusement pas 4 roues motrices, par contre. Au
Au niveau des prix, ça varie entre 56 290 et 76 185, qui en fait la plus dispendieuse. Par contre, dans le modèle à 76 000 $, on a beaucoup de commodités d'inclus. Donc, tout ce qui est gadget, là, on parlait d'aspirateurs, ainsi de suite. On va avoir une banquette de troisième rangée qui est électrique, qu'on n'a pas dans le reste du segment. On va avoir 2 TV avec Fire TV, hein, pas des prises un peu archaïques. De ce côté-là, ben, on a beaucoup de technologie. Donc, si vous aimez le confort, le côté cossu de la technologie, ben, peut-être que la Pacifica va être pour vous. Le plus gros point positif qui est commun aux grands caravanes, c'est évidemment la technologie Stow & Go, qui est exclusif à ces modèles-là, qui permet de ranger les sièges dans le plancher, donc de pas avoir à retirer la rangée, de l'envoyer dans le plancher. Puis ça, c'est vraiment un gros positif si, exemple, vous transportez un kayak, un paddleboard. Ce genre de choses-là, ben c'est un véhicule qui va pouvoir vous intéresser. Une feuille de plywood, par exemple. Une feuille de plywood. La Sienna, d'ailleurs, on peut pas retirer la deuxième rangée. C'est ça, j'allais... Si vous transportez des personnes, c'est parfait, mais si c'est pour du cargo, ben moins à considérer au niveau de la Sienna. Puis ce qui est cool du Stow & Go, c'est que les sièges demeurent dans le véhicule. Tu peux pas les oublier. C'est ça, exactement. Parce que ça serait mon quand genre. t'enlèves la troisième rangée puis tu la mets dans le garage, oui. Puis là, tu pars, puis là, tu dis, hey, ils sont où? Finalement, j'en avais besoin. J'en avais besoin aujourd'hui. Exactement. Sinon, dans les points négatifs de ce véhicule-là, ben il n'y a pas de combinaison hybride et 4 roues motrices, malheureusement. Assez dispendieuse dans ces modèles très équipés. Le design intérieur et extérieur, hein, c'est pas quelque chose qui se démarque du lot. On est loin de la Carnival de ce côté-là. Et la réputation de fiabilité assez moyenne du côté de Chrysler et une garantie seulement de 3 ans, 60 000 km. Ouais, bon, c'est différent. C'est différent. C'est différent comme produit. Exact. J'achève, il en reste 2. La Honda Odyssey, hein, Honda qui est un produit qui se vend très bien, que tout le monde connaît bien. C'est une valeur sûre, côté fiabilité, valeur de revente aussi, peut-être un petit peu moins que la Sienna, quand même une valeur sûre niveau valeur de revente. Donc, si vous gardez vos véhicules longtemps, peut être pertinent de regarder du côté de la Odyssey. C'est par contre un véhicule qui est très rationnel, très cartésien. On n'a pas vraiment de wow factor de ce côté-là, à part peut-être depuis le Black Edition, avec des roues noires et des surpiqûres qui va donner un petit peu plus de personnalité. Mais sinon, c'est un véhicule qui est, somme toute, excellent, mais assez sobre. On fait ça simple ici. On a 4 versions disponibles. Moteur seulement V6 thermique. On n'a pas de 4 roues motrices et on n'a pas non plus de hybridation de ce côté-là. Les prix, on va varier entre 52 943 et 63 142 $ pour le Black Edition à l'essai. Tout ça, frais inclus. Évidemment, c'est un véhicule qui est très fiable. Une garantie 3 ans, 60 000, mais on le sait chez Honda, la fiabilité, c'est une des choses. C'est pourquoi les gens reviennent. Ouais, puis c'est comme tu dis, les composantes motrices ont été prouvées là, dans ce véhicule-là depuis longtemps. Donc, c'est pas super excitant. Puis, comme tu dis, il n'y a pas de technologie hybride, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais c'est un véhicule qui est fiable mécaniquement. Là. Exact. C'est une valeur sûre. On parlait justement il n'y a pas de nouveauté. Peut-être au niveau du système d'infodivertissement puis de l'intérieur de la voiture, c'est peut-être un peu décevant de ce côté-là, remplit ce qu'on a ce qu'on a besoin, mais c'est pas un côté qui va nous impressionner. Je trouve que c'est de la technologie qui est très bien dans une Honda Civic à moins de 40 000 $, mais quand on tombe dans des véhicules de ces coûts-là, je me serais attendu à avoir peut-être un petit peu plus de technologie de ce côté-là. Ouais. Et finalement, on termine avec la Chrysler Grand Caravan. La Chrysler Grand Caravan, on a une seule version. On a un SXT au prix de 48 995 $ et vous avez le choix de 3 couleurs. C'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Pas compliqué. C'est un produit très simple et c'est un produit qui est aussi très archaïque au niveau de la motorisation avec le moteur Pentastar qu'il y a dedans, la transmission qui est pas très fluide. On a une suspension qui rebondit beaucoup. Ouais. Quand on regarde le tachymètre, on dirait que c'est un auto de 1992. Ben, écoute, dans certains véhicules, ça peut être cool parce qu'on se plaint souvent que les blocs d'instrumentation sont trop modernes dans des véhicules qui sont très dispendieux. Mais dans un véhicule familial, ça serait le temps de peut-être aller avec un petit peu plus de technologie. Même au niveau du prix, tu sais, avec tout ce que je mentionne, on aurait aimé le voir à être le plus abordable du segment. Ce n'est pas le cas. On est à 48 995. On a un homologue chez Kia, équipement
égal, qui va être à un prix égal, mais qui nous en donne beaucoup plus de ce côté-là. Point positif, évidemment, le Stow & Go. Donc, est équipé de cette technologie-là. Je pense que c'est un véhicule qui peut être considéré si vous êtes quelqu'un qui est un peu réfractaire à la technologie, puis qui se dit, moi, je veux pas que rien brille, j'ai pas le goût d'apprendre la technologie. Ouais. Il y a quand même la base des aides à la conduite qui est là, mais c'est pas compliqué. C'est comme flip phone là, des mini-fourgonnettes 100%. pour quelqu'un qui veut pas se casser vous. la tête. Exactement. Donc, c'est ce qui conclut ma recherche sur les véhicules. Évidemment, je trouve qu'il n'y a pas de véhicule parfait. Ouais. Ça dépend toujours des besoins de chacun. Évidemment. Puis si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le guide de l'auto-web, il y a pour chacun des modèles là, des essais plus en profondeur que vous pouvez aller lire. Merci, Kim Kaya, d'être venue à l'émission puis de nous avoir fait un exposé sur tes derniers essais de mini-fourgonnettes. Comme tu dis, c'est pas des véhicules les plus excitants à conduire. Par contre, on y trouve toujours quelque chose d'utile. Moi, je le répète à chaque fois qu'on en parle, que pour transporter du feuille de plywood, outillage, etc., c'est encore très pertinent puis aussi maniable en ville, on va se le dire. Les utilitaires à 3 rangées, c'est pas pour tout le monde parce que c'est pas toujours des véhicules qui sont compacts ou faciles à conduire en densité urbaine, là, si on veut. Donc voilà pour notre top, notre comparo de mini-fourgonnettes. Le guide de l'auto. Gabriel, la semaine passée, tu m'as écœuré un peu en essayant une Mazda MX-5 35e anniversaire. Et cette semaine, tu m'écœures encore un petit peu parce que tu as mis à l'essai la Subaru BRZ TS. En fait, les deux véhicules sont extrêmement agréables à conduire, mais elles ont des caractéristiques, on va pas dire complètement différentes, mais quand même spécifique là à chacune d'elles. Alors tu nous dévoiles ton essai encore d'un véhicule extrêmement agréable à conduire en été. Pourquoi? Parce que l'été c'est fait pour jouer. Alors, voilà. C'est ça. Et donc oui, non, cette semaine c'est Subaru BRZ TS édition spéciale Murasaki. Donc c'est un modèle qui va être seulement vendu à 100 exemplaires au Canada. Ils sont tous identiques, c'est-à-dire tous peints de cette couleur-là. C'est comme une espèce de violet nacré. Ils appellent ça violet galaxie nacré. Wow. Et d'ailleurs, Murasaki, c'est le mot japonais qui désigne la couleur violet. Alors voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est encore une fois strictement une édition limitée à 100 unités, 39 295 $ comme prix de base pour ce véhicule-là. Hormis la carrosserie, la couleur un peu spéciale, des jantes en alliage 18 pouces avec des branches à 10 rayons de couleur argent. Mais sur le plan technique, là, ça demeure... Bon, évidemment aussi, chacune des voitures a cette plaque que vous voyez ici à l'intérieur sur la console centrale, pas loin du levier de vitesse, parce qu'elles sont toutes manuelles aussi. Ouais, parce que chaque année, là, du côté de chez Subaru, je pense qu'on nous amène du côté de la BRZ. On change pas grand-chose, mais on nous amène des éditions limitées. Et essentiellement, c'est une BRZ TS, ce que c'est essentiellement. Donc, sur le plan technique, c'est véritablement la même chose. Moteur 2,4 litres, 228 chevaux, 184 livres-pieds de couple. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Différentiel glissement limité Torsen, boîte manuelle 6 vitesses, des freins Brembo avec des étriers en or. Petit changement du côté des amortisseurs, c'est des amortisseurs Hitachi Astero à l'avant et aussi il y a une barre anti-rapprochement sur les deux tourelles de suspension avant. Mais pour le reste, là, ça reste véritablement la même chose qu'une Subaru BRZ TS, c'est-à-dire une voiture qui a un équilibre qui est absolument magnifique. Ouais. C'est pas le moteur le plus puissant, évidemment. C'est pas le moteur le plus coupleux non plus. Mais c'est une voiture où tout a été véritablement pensé en fonction de un peu comme la MX-5, en fonction de la conduite avec cet équilibrage des masses qui est vraiment très, très réussi. Puis une conduite qui est quand même très, très engageante. Un pédalier où le talon pointe se fait très facilement. Ouais. Et donc... ça demeure, c'est pas une voiture qui est super pratique au quotidien parce que bon, non, c'est une 2 places. Parce qu'il y a 2 places arrière, mais elles sont symboliques, faut le dire vite, là. C'est assez pour mettre un sac de sport et c'est à peu près tout. Mais pour le reste, pour ce qui est de la conduite, c'est véritablement une voiture qui te donne ce feeling, cette connexion-là. Oui, le centre de gravité très bas aussi, là, à cause du moteur. Un peu comme la MX-5, mais avec un toit. Finalement, c'est un peu le même principe. Et c'est une voiture qui est encore une fois super agréable à conduire. L'été,
pendant quelques semaines, et c'est la raison pour laquelle je choisis la conduire pendant l'été, pendant qu'il fait beau, voilà. Mais là, la semaine dernière, on parlait de la MX5. J'imagine que la MX5 est encore un petit peu, selon toi, au-dessus, la façon que tu m'en parlais. Ça se rapproche, c'est le même type de conduite, mais j'imagine que tu trouves, quand tu compares les deux véhicules... Moi, c'est sûr que, tu sais, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai un gros faible pour la MX5. Ouais. Celle-ci est intéressante aussi, mais ce que je trouve que, tu sais, la MX5, c'est véritablement le concept aussi, et le fait que tout l'engineering qui a été fait sur la MX5 est axé justement sur le plaisir de conduire, et aussi le fait qu'évidemment, c'est un roadster. Ouais. Donc, tu peux enlever le toit assez facilement d'une seule main. Ouais. Ce que tu ne peux pas faire avec la BRZ qui est en coupé, au même titre que la GR86 de Toyota, qui est évidemment le clone chez Toyota de la Subaru BRZ. C'est pas des voitures qui se vendent beaucoup, mais pour les vrais passionnés de conduite, c'est un voiture, ouais, c'est des voitures intéressantes. Bon, j'ai hâte de voir de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine. Pour ma part, j'ai essayé l'Acura ADX. En fait, l'ADX, on dirait communément que c'est un Honda HR-V avec un insigne Acura dessus, et on n'a pas tort quand on dit ça, mais pas sur tous les aspects du véhicule, parce que bon, on a une motorisation un petit peu plus performante, on a également un intérieur mieux fini, je vais dire, du côté de chez Acura. On a fait un travail, parce que si on regarde la forme des deux véhicules, ça confond, à part le bouclier avant qui est complètement différent. Le ADX, mieux fini à l'intérieur, un petit peu plus de performance. Il y a un recalibrage de la suspension aussi. Je trouve que on est meilleur dans l'amortissement, surtout sur nos routes avec le ADX qu'avec le HR-V. Un système d'infodivertissement que je crois qui est un petit peu plus travaillé du côté de chez Acura. Essentiellement plus beau qu'un HR-V, évidemment. On parle d'un petit peu moins de 10 000 $ là, si on parle du ADX à traction intégrale avec le HR-V à traction intégrale. Donc, c'est quand même une bonne différence à considérer. Je pense que, est-ce que sur tous les aspects du véhicule, on va aller chercher ça? Si on cherche un petit peu plus de raffinement dans la conduite, puis on cherche l'emblème Acura devant, allez-y avec l'ADX. Sinon, allez-y avec un HR-V qui est loadé, entre guillemets, mais avec les deux cas, on se trompera pas du côté de la fiabilité. Mais surtout, ça va être aussi devenir rapidement le meilleur vendeur d'Acura, ce modèle-là. Ça, c'est clair. J'aime ça que tu le rappelles parce que c'est quand même un essentiel chez Acura d'avoir l'ADX, un véhicule que dans une catalogue qui est quand même un petit peu vieillissant, puis ça prend un véhicule abordable, donc on l'a. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Je remercie tout le monde d'avoir été avec nous au Guide de l'Auto encore une fois cette semaine. Revenez nous voir la semaine prochaine pour d'autres actualités, d'autres entrevues et d'autres essais. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.